démonter la manière de voir des naturalistes d'autrefois, parce qu'elle a montré que dans la nature, il y avait bien sûr de la compétition, mais il y avait aussi de la coopération. Dans la nature, il y a les deux. Les deux forces sont en équilibre. On pourrait montrer beaucoup d'exemples de coopération. Ça a d'ailleurs des noms précis en écologie. Symbiose, art de vivre ensemble. Mutualisme, art de se rendre des services ensemble. Commensalisme, art de se partager la nourriture. Tout ça sont des termes techniques que l'écologie a fait petit à petit émerger. Et je voudrais prendre un exemple parce que ça permet de bien comprendre ce que nous dit l'écologie sur la nature. Elle nous dit, oui, il y a compétition, évidemment que l'arbre le plus fort écrase l'arbre le plus faible. Pas autant qu'on le croit. Vous avez un arbre, vous avez une forêt, c'est beau à voir. Comme vous n'êtes pas des animaux fouisseurs, vous ne faites pas des trous au niveau des racines pour voir ce qui se passe. Si vous le faisiez, vous verrez qu'à l'extrémité des racines des arbres, il y a des petits filaments microscopiques de champignons qui circulent dans le sol et qui vont chercher les sels minéraux et en particulier les phosphates que les racines sont peu capables d'aller chercher elles-mêmes. Et alors, ces petits filaments ramènent ces phosphates dans les racines, ça monte à travers le tronc, ça va dans les feuilles, et dans les feuilles se fait la synthèse de la matière vivante. C'est ce qui s'est fait depuis 2 mois, entre le moment où l'arbre n'avait pas de feuilles, et l'arbre maintenant, 2 mois après, où il a des feuilles. Là, il s'est fait un travail de synthèse formidable qu'on appelle la photosynthèse, et il s'est fabriqué notamment de l'ADN, cette molécule fondamentale qui permet la reproduction de tous les êtres vivants et qui est à base de phosphate. Donc si les petits filaments de champignons n'apportaient pas les diphosphates à l'arbre, il n'y aurait pas d'arbre. L'arbre est complètement tributaire de ces petits filaments de champignons. Quant aux petits filaments de champignons, ils sont blancs, ils vivent dans le sol, ils ne reçoivent pas de lumière, il n'y a pas de chlorophylle, donc ils ne peuvent pas faire ce qui se passe dans les feuilles de la synthèse de matière vivante. Ils ne peuvent pas le faire. Alors les racines de l'arbre font descendre de la matière vivante des feuilles, elles prennent le chemin inverse des sels minéraux qui montaient, ces matières vivantes organiques descendent, passent dans le petit filament et va nourrir le petit champignon. Et ainsi, ils se nourrissent les uns les autres. Commensalisme, partage de la nourriture. Jusqu'il y a 2 ans, on en était là. Mais les travaux plus récents ont montré, notamment ce sont les travaux canadiens, que tous ces petits filaments de champignons forment des réseaux, forment des feutrages qui mettent en relation les racines d'arbres différents. Et que tous les arbres sont reliés les uns aux autres au niveau de leurs racines par ces petits filaments. Et que l'arbre fort envoie, comme je le disais dans le filament des matières alimentaires, et le petit filament emmène dans les racines de l'arbre faible des aliments, de sorte que l'arbre fort nourrit l'arbre faible. Ça c'est tout à fait récent, vous ne le trouverez pas dans les livres, ça a été bien mis en évidence par des botanistes canadiens que j'ai déjà rencontrés pour en parler. C'est les Restos du Cœur. C'est les fondations. Qu'est-ce que c'est une fondation? Une fondation, c'est un organisme par lequel une entreprise qui fait des bénéfices, qui est efficace comme un grand arbre, détourne une partie de ses produits financiers pour aider quelque chose qui est plus faible ailleurs. C'est exactement le modèle de la nature. Et donc nous ne pouvons plus continuer à faire comme s'il n'y avait dans la société que la concurrence. Il y a aussi, vous le voyez, de la solidarité. Et c'est la première grande valeur que l'écologie apporte aujourd'hui. Il y en a une deuxième. La deuxième résulte de
de la charte des Nations Unies pour l'environnement, pour le développement durable, qui dit à l'article 3 que les ressources de la planète doivent être équitablement réparties entre tous ses habitants. Bon, ça c'est complètement raté. Il est lumineusement clair que les ressources de la planète ne sont pas équitablement réparties entre tous les habitants. Entre les gens du Sud et les gens du Nord, il y a évidemment une distorsion de ressources colossale. Pire encore, dans les pays du Nord, la fourchette des revenus s'élargit toujours plus. Nous n'allons pas vers plus de justice sociale, nous allons vers moins de justice sociale. C'est vrai dans tous les pays du Nord. C'est très très vrai aux États-Unis, c'est très vrai aussi en France, c'est très vrai en Allemagne. La campagne électorale il y a un an en Israël a essentiellement porté là-dessus. Il y a des gens très 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 riches, de plus en plus nombreux, et il y a des gens très pauvres, avec maintenant le problème du pouvoir d'achat, ils sont plus nombreux, qui sont de plus en plus nombreux. Et donc la fourchette qui s'élargit toujours plus. Et si Rockefeller disait que selon lui, il faudrait que entre le salaire du PDG et le salaire du plus modeste des employés de l'entreprise, le ratio ne devrait pas dépasser 1 pour 40, c'est-à-dire il est acceptable qu'il en gagne 40 fois plus que son plus simple salarié. Le dit ratio est passé à 1 pour 800, donc 20 fois plus aujourd'hui dans les très grandes multinationales, ce qui est quand même profondément choquant. Et puis profondément choquant aussi le fait qu'on apprend que les revenus des gens du CAC 40 ont augmenté de 57% l'année dernière. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais même M. Sarkozy trouve que c'est pas bien. Et Mme Merkel aussi trouve que c'est pas bien. Et tout le monde trouve que c'est pas bien. Mais on est frappé d'une sorte d'inhibition pour ces problèmes qui fait que quand on a dit c'est pas bien, on continue comme avant, parce qu'on ne sait pas comment il faut faire. Mais là, j'ai une anecdote très marrante, parce que chez nous, nous avons le problème de Gandrange avec Mittal, qui doit supprimer les emplois dans la sidérurgie Lorraine. Alors il y avait un reportage dans mon journal régional sur ce monsieur, donc je ne le connais pas. Alors on dit c'est le plus grand sidérurgiste du monde et c'est la plus grande fortune d'Europe. En effet, sa fortune c'est 37 milliards de dollars. Donc, il n'est pas pauvre. Je suis content pour lui. Hein. Mais c'est la phrase suivante qui était bizarre. Cette fortune a beaucoup cru. Parce que l'année dernière, c'était seulement 27 milliards de dollars. Donc il a gagné 10 milliards de dollars en un an. J'ai trouvé ça extraordinaire. Enfin, c'est fou. C'est fou, quoi. Donc si on ne régule pas ça au plus vite, je ne sais pas, peut-être que comme le communisme s'est effondré quand il avait perdu toute crédibilité, le capitalisme pourrait s'effondrer aussi. Moi, je souhaite qu'il soit régulé. Je ne souhaite pas qu'il s'effondre, mais qu'il soit régulé, puis fermement régulé, pour qu'on arrive à un peu de justice sociale. Et là, je voudrais évoquer la belle phrase de Lincoln qui disait « Entre le riche et le pauvre, c'est la liberté qui opprime et c'est la justice qui libère ». C'est très très vrai. Et lorsque je faisais en 1958 la campagne électorale avec Robert Schuman, puisque je m'occupais de lui comme d'un second grand-père, j'ai fait sa dernière campagne électorale avec lui. Tous les soirs, dans tous les petits villages du département de la Moselle, on parlait de plus de justice sociale, meilleure répartition des ressources. C'était une préoccupation. Alors, elle a disparu. Je ne sais pas pourquoi. L'expression a disparu. Vous pouvez écouter le journal télévisé tous les jours. Même la successrice de PPDA n'utilisera pas cette expression. Il n'y a plus de justice sociale. Si vous en voulez plus, travaillez plus. Si vous êtes feignant, on n'aurait plus rien du tout. Mais bon, la répartition des grandes masses de revenus, c'est quand même une belle idée. C'est une grande idée pour nos enfants. C'est l'idée de justice, c'est une idée forte. Et donc cette idée, vous voyez, est portée aussi par les concepts écologiques. Il y a une troisième très belle idée. Dans le développement durable, il y a l'idée de biodiversité.
Alors on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'espèces différentes, que la nature, eh bien, c'est la diversité. Chaque visage est différent dans notre propre espèce, et que cette différence permet des grands équilibres de la nature. Et s'il n'y avait pas cette différence qui fait que chaque être vivant, chaque espèce joue son rôle dans le grand concert qui crée l'équilibre de la nature, eh bien nous n'aurions plus d'équilibre de la nature. Donc la reconnaissance de la différence est portée par l'écologie. Mais elle va plus loin. S'il y a biodiversité, il y a aussi ethnodiversité, c'est-à-dire prise de conscience que les sociétés humaines sont riches de différences. Eh bien, il y a la différence entre les cultures, entre les religions, entre les traditions, entre les langues. Tout ça est un tissu riche de ces différences, et nous sommes amenés à protéger la différence. Vous voyez que M. Chirac, c'est une de ses préoccupations dans la fondation qu'il vient de créer, protéger ces différences et respecter la différence. Et si on apprend à respecter la différence, alors on se situe dans un climat qui ne pousse pas les conflits, mais qui les dégonfle. Parce qu'on dialogue et on essaye de se comprendre, ce qui ne veut pas dire qu'on se livre à toutes les compromissions, mais on entre dans une société où l'on fait les compromis qui peuvent sauver la paix entre les hommes. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que depuis quelques années, élection après élection, c'est le dur qui gagne. Bush était plus dur que Kerry, Poutine est beaucoup plus dur qu'Exil et moins démocrate, évidemment. Ahmadinejad est beaucoup plus dur que son prédécesseur, le Hamas est beaucoup plus dur que le Fatah. Que va-t-il se passer aux États-Unis? Si cette logique se perpétue, c'est Biden qui gagnera. Peut-être qu'il y aura un miracle. Moi, je le souhaite, ce miracle. Mais ici, le respect des différences créant le dialogue, eh bien, c'est une valeur très positive apportée par le développement durable et l'écologie qui plaide en faveur de la recherche et du maintien de la paix. Et la paix, c'est évidemment une valeur suprême dans l'humanité. Alors nous avons la solidarité, l'équité et la paix. C'est déjà pas mal. Il y a encore autre chose. Les Grecs, quand ils ont inventé la démocratie, disaient pour qu'une démocratie fonctionne, il faut qu'on se respecte tous et que ceux qui vont voter s'appliquent à eux-mêmes la règle d'or qui s'exprime par cette phrase « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent à toi ». Il ne savait pas, je crois, que cette règle d'or était écrite de la même manière dans les textes sacrés de toutes les religions du monde. Je ne crois pas qu'il le savait. Mais vous trouvez cette phrase partout. Dans tous les textes bouddhistes, hindouistes, chrétiens naturellement, musulmans, judaïques dans le Premier Testament, vous le trouvez partout. Dans le christianisme, vous la trouvez à l'endroit, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Et Jésus ajoute, c'est là toute la loi et tous les prophètes, ça veut dire c'est le résumé de toute la Bible. Bon. Première remarque, ça serait bien qu'au moment où on va, paraît-il, développer l'éducation civique et morale dans les écoles, on mette cette règle dans le cœur de nos enfants. Je trouve que ça serait très 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 bien, comme on la mettait dans le cœur des petits Grecs. Deuxième remarque, quand on dit les autres, c'est évidemment les autres humains, mais on peut concevoir aussi que ce sont les autres vivants
animaux, végétaux, l'ensemble de la communauté vivante. Et de ce point de vue, nous voyons réapparaître une nouvelle alliance entre les hommes et la nature qui a été massacrée au cours du deuxième millénaire en Occident. Cette nouvelle alliance s'étend à l'ensemble du monde vivant. Ici, je voudrais évoquer un ornithologue américain du début du 19e siècle, alors que le mot écologie n'avait pas encore été inventé, puisque ce mot nous vient d'un zoologiste allemand, Haeckel, qui l'a proposé en 1866. Mais l'écologie est totalement allemande, toutes ses racines sont allemandes. Le vrai père de l'écologie, c'est von Humboldt, qui a été un grand explorateur du tout début du 19e siècle, et qui est sans doute, à mes yeux, le père de l'écologie. Alors, cet ornithologue américain était horrifié par le fait que les cow-boys qui fonçaient vers l'ouest tiraient sur tout ce qui bouge. Ils tiraient sur les Indiens, évidemment. Ils tiraient sur les bisons, ils en alignaient 1000 d'un coup. Pas pour les manger, pour le plaisir de les tuer, ce qui horrifiait les Indiens, parce que les Indiens sont extrêmement parcimonieux dans leur consommation de la nature, et ils ne risqueraient pas, eux, de provoquer les catastrophes que j'ai évoquées tout à l'heure, parce qu'ils ont une relation fusionnelle avec la nature qu'ils perçoivent comme leur mère, et à laquelle ils ne veulent pas faire de mal. Je l'ai mis dans le livre Nature et spiritualité, où j'ai cité beaucoup de très beaux textes de toutes les religions du monde sur les rapports homme-nature. Alors il était très choqué de cette brutalité, et il tirait aussi sur les condors. Alors il a écrit ceci, il a dit: il faut sauver les condors, pas seulement parce qu'on a besoin des condors, mais parce qu'on a besoin de les sauver, car pour les sauver, il faut développer les qualités humaines dont nous aurons besoin pour nous sauver nous-mêmes. C'est une très belle phrase, et comme je faisais une conférence récemment à Nantes, au moment où il y avait une petite marée noire dans l'estuaire, il y avait à la conférence des jeunes qui avaient démazouté les oiseaux toute la journée. Alors je leur ai demandé, pourquoi donc avaient-ils démazouté les oiseaux? Alors, ils ne s'étaient pas posé la question. Mais il n'y avait pas besoin de se poser la question. Parce qu'ils avaient besoin de démazouter les oiseaux. Pas qu'ils avaient besoin des oiseaux, mais ils avaient besoin de les démazouter. Et je pense que cette sensibilité plus grande vis-à-vis du monde vivant retentit tout naturellement aussi vers une sensibilité plus grande vis-à-vis des êtres humains. Et que nous voyons ainsi se dessiner une société un peu plus humaniste et un peu moins dure que celle dans laquelle nous vivons. Alors toutes ces valeurs sont portées, sont fortement portées par l'écologie. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que personne n'y a jamais pensé. On m'a dit l'autre soir que j'étais le seul en France à dire ça. C'est vrai, hein, c'est tout à fait vrai. Je suis d'accord, j'ai remarqué que personne ne disait ça. Pourquoi? Parce qu'on a une approche purement technique, purement économique, technologique, donc matérielle, de ce grand changement culturel qui va se faire. Et que nous sommes tellement dénués de spiritualité que découvrir des valeurs qui sont porteuses d'un élan qui nous ferait aller plus loin que les seuls intérêts techniques, ben, ça nous est étrangement étranger. Et je pense à l'inverse que ce dont ces concepts d'écologie ou de développement durable ont le plus besoin, eh bien, ce sont ces valeurs qu'ils portent et qui devront apporter à nos sociétés et aux générations futures. Je termine en évoquant, comme je le fais souvent, une rencontre avec Théodore Monod, avec qui j'ai écrit un livre quand il était déjà très âgé. Et quand le livre était fini, il a souhaité qu'on parle. Donc
passé une après-midi à parler, et j'en ai gardé un souvenir.